Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéoconférence ce soir. Alors ce soir, on vous emmène, comment dire, c'est un grand spectacle ce soir. C'est un grand bol d'air qu'on vous propose dans un territoire finalement assez méconnu, dont on connaît bien sûr l'altiplano, mais assez peu fréquenté et on le verra avec quelques pépites qu'on vous présentera ce soir. Donc, vous avez l'habitude, notre vidéoconférence, elle durera 45 minutes, on se tient en général au délai. Vous avez la possibilité en bas à droite de poser des questions par écrit au fil de l'eau, au fil de la conférence. Ce soir, 2 personnes en régie pour vous répondre en direct, Mylène Hainaut, qui est notre responsable communication marketing, et Philippe Mellul, qui a intégré l'équipe Tirawa il y a quelques mois maintenant, qui est notre nouveau responsable de voyage sur mesure et par ailleurs qui connaît très très bien évidemment ce territoire et il a notamment aussi vécu à Salta. Et puis sinon, on est avec Julien Fredel, responsable de la destination. Bonsoir Julien. Bonsoir Muriel et bonsoir à vous qui nous suivez pour cette nouvelle conférence depuis chez vous. Voilà. Effectivement, on va vous présenter une belle région au cœur des Andes. Tout à fait, oui. Et tu as raison, vous nous suivez et vous êtes particulièrement assidus et comme toujours extrêmement nombreux. On vous en remercie. Julien, on part sur l'altiplano, cette drôle de région qui est à cheval au croisement de la Bolivie, du Chili, du nord-ouest argentin. Est-ce que peut-être, d'abord, on a l'habitude de dresser un premier portrait. Comment est-ce qu'on y va? Quels sont les points d'entrée? Un mot sur l'aérien. Voilà, dresse-nous un premier portrait, peut-être un peu technique au départ sur ce territoire. Alors, quelques informations générales, parce qu'effectivement, ce soir, on ne vous présente pas un pays en propre, mais une destination qu'on appelle l'altiplano, donc cette vaste région d'altitude qui se trouve au cœur de l'Amérique latine et qui est à cheval sur le sud de la Bolivie, le nord-est du Chili et puis le nord-ouest argentin. Donc là, vous les voyez sur la carte. Donc côté chilien, la région va s'appeler le désert d'Atacama. Côté bolivien, l'espace le plus réputé, le plus spectaculaire, le sud Lipez. Et puis une petite pépite très peu connue, vraiment un coup de cœur chez nous, qu'on souhaite vous présenter ce soir, à savoir le nord-ouest argentin. Et donc la région des hauts plateaux s'appelle là-bas la Puna. Puisqu'on est sur 3 pays, il y a différents points d'entrée. On peut arriver donc par le Chili, Santiago, et puis ensuite soit Calama pour rejoindre la ville de San Pedro d'Atacama, soit pour des itinéraires encore plus originaux, on peut rejoindre tout près de la frontière péruvienne, la ville d'Arica, ce qui permettra de découvrir des régions beaucoup moins connues, beaucoup moins parcourues, notamment la partie nord du sud Lipez. Ensuite, on peut arriver par la Bolivie, donc classiquement la ville de La Paz, déjà assez haute en altitude, et descendre petit à petit au sud via les belles villes coloniales de Sucre, Potosi, pour aborder par le nord cette région du sud Lipez. Et côté argentin, on arrivera par Buenos Aires et par un vol intérieur, on rejoindra la grande ville de Salta, très agréable, très animée. Et puis de là, on gagnera les hauts plateaux et donc la Puna argentine. Donc l'Amérique latine. De formalité, alors peut-être, et puis sur le. Voilà, l'Amérique latine, en fait, c'est très simple pour voyager. Il vous suffit juste d'avoir un passeport valide. Il n'y a aucun visa, ni pour le Chili, ni pour la Bolivie, ni pour l'Argentine. Et puis après, la bonne période pour se rendre dans cette région, elle est assez vaste puisqu'elle va du mois d'avril jusqu'à la fin du mois de novembre. C'est un climat désertique, aride, très ensoleillé, extrêmement réputé pour la pureté de sa lumière, parce qu'évidemment, l'implantation humaine est extrêmement rare. C'est d'ailleurs une région où se trouvent les plus grands télescopes du monde, notamment le Hubble. On avait réalisé d'ailleurs un voyage il y a quelques années pour aller observer une éclipse solaire. Voilà, c'est un peu le paradis aussi des astronomes. On va peut-être juste préciser à quel type de voyageur peut éventuellement se proposer ce type de voyage, ce type de destination quand même, qui reste très aventure, finalement assez exceptionnel, mais avec un confort que l'on propose
sur nos différents séjours. Oui, c'est ça qui est intéressant en fait sur l'altiplano. Donc on est dans une région sauvage, immense, où on a un peu l'impression de se dissoudre dans l'espace. Donc quel que soit le programme qu'on va faire, on va partir en fait en autonomie dans une grande expédition 4x4, traversée par des pistes. Mais après, en fait, on peut avoir des voyages découvertes, balades, très accessibles, avec un hébergement confort. Et puis, on propose aussi des voyages un peu plus aventureux, centrés sur des randonnées à la journée et quelques ascensions de volcans. Et donc là, on aura un hébergement un petit peu plus simple autour de gîtes de montagne ou de refuges. Moi, je propose qu'on démarre sur l'Atacama, qui est un peu une des premières portes d'entrée, tu en parleras, qui est une bonne façon aussi d'aborder l'acclimatation, puisqu'on va aller un petit peu en altitude. Et alors, pour celles et ceux, si vous n'êtes pas sur des grands écrans, essayez de trouver un grand écran, parce que là, on part sur du grand spectacle, quelles que soient les régions qu'on va aborder, l'Atacama, le sud de l'Ipèze ou la Pôle argentine. Si vous ne les avez pas aujourd'hui, vous regarderez le replay, projetez-le vraiment très largement, on s'y sent. Voilà. Donc, je te propose qu'on démarre sur l'Atacama. Donc, redis-nous un petit peu où ça se situe. Et puis ensuite, on vous présentera un peu les premières images finalement qu'on peut avoir sur ce désert. Alors nous voilà dans le désert d'Atacama. Donc on a rejoint le village de San Pedro. C'est vraiment un camp de base idéal. C'est un petit village aux ruelles poussiéreuses. Il y a une architecture typique de cette région, avec des maisons en adobe. Donc c'est des briques de terre cuite mélangées avec de la paille. Principalement, évidemment, il y a très peu d'arbres, très peu de végétation dans ces régions, donc on va utiliser principalement le bois de cactus, la paille pour le toit, hein, l'ichou, et puis donc là on voit une charpente en bois de cactus, et puis des liens en nerf de lama. Donc c'est un village qui est fréquenté par les voyageurs, qui sert de camp de base. C'est agréable après une grande journée dans les espaces de l'altiplano de revenir là. Il y a beaucoup de cafés, de restaurants, des patios ouverts. On fait des braseros le soir pour avoir un petit peu de chaleur. Et puis, San Pedro d'Atacama, on est à 2400 mètres d'altitude. Donc, c'est vraiment la région idéale pour s'acclimater avant de gagner les hauts plateaux proprement dit. Donc, chaque jour, on va partir découvrir différents types de paysages. On a des zones de dunes sablonneuses, on a des régions de canyons avec des roches très colorées, ce qui fait que la journée, on va essayer d'évoluer entre 3000 et mettons 3500 mètres d'altitude et revenir dans le village pour descendre à basse altitude. Comme ça permet au corps en fait de s'acclimater progressivement et pouvoir envisager le voyage sereinement. Et donc, après ces premières balades, on arrive sur l'altiplano, proprement dit. Donc, il y a 3 types de paysages caractéristiques qu'on va retrouver, hein, quelle que soit la région parcourue, mais avec des nuances infinies. À la fois donc des volcans, certains actifs, d'autres qui peuvent être couverts de glaciers, des grandes lagunes colorées, des lagunes vertes, des lagunes rouges. On pourra les observer plus tard. Et voilà, on va naviguer. Il y a une végétation aussi très, très particulière. Là, c'est la liareta. C'est une sorte de mousse extrêmement dure qui ressemble à du corail, en fait, et qui est le seul combustible autorisé dans cette région, une fois que la plante est morte. Hein. C'est une plante qui est désormais protégée, avec une croissance extrêmement lente. Et puis, on a une faune qui est assez présente, qui est assez peu farouche, hein, voilà, parce que l'homme la chasse peu. Donc là, on a une biscache. Donc ça, c'est un petit animal craintif qui est blotti dans les rochers, hein, qui profite des infractuosités, et qui est assez étonnant parce qu'en fait, il a une tête de lapin, il a un gros corps de marmotte, et il sautille un peu comme un kangourou. Mais on va pouvoir aussi, bien sûr, sur des terres d'élevage, de lamas, d'alpagas, et puis on verra au fil des images, vous verrez qu'il y a plein d'autres animaux, bien sûr les flamants roses dans les différentes lagunes,
On verra aussi des renards, on verra voilà, des renards. On verra aussi des vigognes, qui sont donc le cousin sauvage des lama, des alpagas. Donc c'est une région qui est aussi active. On est un peu dans les entrailles de la Terre, hein, très volcanique. Donc autour de San Pedro, on a un site très réputé qui s'appelle les geysers del Tassio. On s'y rend au petit matin parce que le contraste entre évidemment la chaleur de l'eau qui est expulsée et puis le froid mordant forme ces grands panaches de fumée. Et puis par endroits, on a des piscines naturelles d'eau chaude dans lesquelles on va pouvoir se baigner. On est à 4000 mètres d'altitude dans un paysage immense, spectaculaire. Et voilà, on va pouvoir profiter comme ça d'une eau bien tiède avant de repartir. Donc là, on est toujours dans les environs de San Pedro. C'est les premières lagunes qu'on observe, les lagunes Miscanti, Minic. Donc la plupart, tous nos voyages comportent évidemment énormément de balades, mais généralement elles sont très accessibles, très faciles, parce que du fait de cet espace plat, en fait, on navigue dans le paysage, mais il n'y a pas réellement de dénivelé, sauf à choisir voilà, un itinéraire avec des ascensions de volcans. Et puis là, c'est une région qui se trouve plus au nord. C'est si jamais on démarre depuis la ville d'Arequipa. Donc on va rejoindre la frontière entre le Chili et la Bolivie, et avec des volcans plus hauts en altitude, couverts de glaciers. On a pu voir voilà, précédemment ce qu'on appelle les volcans jumeaux, Parinacota et Pomerape, qui dépassent ces 6000 mètres d'altitude. Voilà, des paysages vastes, grandioses, dans lesquels on peut évoluer. Bien sûr, on a déjà eu une première question hein, sur l'acclimatation, sur l'altitude. Donc, tu l'as rappelé, de toute façon, tous nos circuits sont conçus en respectant les paliers qui sont nécessaires, c'est-à-dire environ 400 mètres maximum entre deux nuits qui se suivent. Voilà, donc tout ça est respecté. Et d'ailleurs, on en reparlera sans doute aussi à la fin, mais on n'a jamais de difficulté sur ces voyages-là. Tout le monde s'acclimate bien. Et c'est vraiment conçu pour tous les itinéraires sont conçus pour permettre une réelle facilité que chacun atteigne la partie la plus haute des hauts plateaux. Effectivement, le plus important, c'est la conception du programme pour pouvoir monter progressivement en respectant les différents paliers. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison que l'acclimatation ne se fasse pas. Hein, c'est vraiment un mécanisme naturel. Comme on l'explique souvent, ça n'a pas de rapport avec l'âge ni la forme physique. Hein, c'est vraiment totalement découplé. Et puis, bon, comme sur tous nos voyages se déroulant en partie au-delà de 3500 mètres d'altitude, on a donc le partenariat avec l'IFREMONT, l'Institut de formation et de recherche de la médecine de montagne, que vous pouvez contacter avant de partir pour faire une consultation préalable, hein, vraiment par rapport à ces questions spécifiques. Et il y a une assistance pendant le voyage, si jamais vous rencontrez un problème. Et donc, on peut contacter un médecin dédié et qui pourra intervenir à tout moment pendant le voyage. Et après, bien sûr, on part toujours avec un caisson hyperbare, ce qui permet de pallier une difficulté ponctuelle. Et après, on va utiliser les câbles pour éventuellement redescendre une personne. Mais si vous voulez, c'est une région qu'on propose depuis toujours hein, chez Tirawa, qui est très populaire chez nous. On a beaucoup de groupes qui partent et je n'ai pas souvenir d'avoir rapatrié une personne. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment la façon de monter en altitude qui est la plus importante. Donc en faisant ces paliers 2004, 3000, 3005, et en allant au-delà des 4000, mais sur l'ultime partie de votre voyage, eh bien, voilà, tout se déroule bien. Et puis on pourra remettre de toute façon, par la suite, on vous renverra tout ça avec le replay, mais on a aussi des petites vidéos qu'on a faites avec les médecins qui expliquent comment se préparer, etc. et qui permet de finalement se dire qu'en général, dans 99% des cas, tout se passe bien. Et surtout parce qu'on conçoit tous nos itinéraires avec ces spécialistes.
Puis peut-être une Alors, dernière chose concernant le désert d'Atacama, bon, j'en ai un petit peu parlé, mais sur tous nos voyages, on profite de la pureté du ciel et puis de la présence d'astronomes amateurs et passionnés qui sont installés sur place, qui ont amené beaucoup de matériel, beaucoup de lunettes, de petits observatoires. Et donc, on intègre toujours une soirée astronomique. Moi, j'ai eu la chance d'y participer plusieurs fois. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de connaissances pour être émerveillé par le ciel andin dans cette région. Donc, c'est vraiment un des points forts de tous ces jours dans le désert d'Atacama. alors, on va poursuivre par le sud Lipèze. D'ailleurs, on va avoir un petit glissement sur des couleurs plus rosées, on va le voir, notamment liées aux lagunes. Comment est-ce qu'on arrive dans le sud Lipèze et de quelle façon est-ce qu'on l'aborde en fait? Quelle est sa spécificité? Alors, on a vu le désert d'Atacama, c'est vraiment une porte d'entrée. C'est-à-dire qu'on a, et puis c'est l'espace finalement le plus réduit de cette région de haut plateau, de l'altiplano. Donc, on ne va jamais se limiter au désert d'Atacama. Généralement, on va utiliser cette région pour la découvrir, s'acclimater, et ça va être notre porte d'entrée dans le sud de l'Ipèze bolivien. Mais on peut aussi faire un voyage uniquement centré sur la Bolivie. Et dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, on arrivera donc par le nord et la région de La Paz. Donc le sud-Ipèze bolivien, c'est le cœur de ces hauts plateaux. C'est une région d'altitude, en fait, un peu en faux plat montant, qui démarre autour de 3500 mètres d'altitude et puis qui va venir buter autour des 4005, voilà, à son extrême sud. C'est une région immense. Voilà, on se dissout un petit peu dans l'espace. Et puis, il y a vraiment des hauts lieux que vous connaissez, au moins de nom, que sont le Salar de Uyuni, les grandes lagunes, Colorada, Verde, et puis des volcans. Donc souvent, ce qui est intéressant dans le sud d'Ipèze, c'est qu'il est bordé par de belles villes coloniales, notamment la ville de Sucre, qui est toujours la capitale politique, administrative, c'est la capitale historique de Bolivie. Bon, c'est un pays particulier en fait qui a divisé ses capitales entre La Paz et puis Sucre, mais voilà, c'est le cœur historique de la ville. Et après, voilà, on va pénétrer sur ces salars. Un premier qui est assez peu connu, Coipasa, qui se trouve au nord du sud de l'Ipèze, avec cette végétation assez rase et surtout ces cactus candélabres vraiment typiques. Donc là, on arrive sur le seigneur des lieux, Salar d'Uyuni, gigantesque, 10 000 km². Ça représente la superficie des départements de la Savoie additionnés de la Haute-Savoie. Donc, autant vous dire, quand on circule au milieu de ce salar, on se sent un peu perdu au milieu de l'espace. C'est un salar parfait. À certains moments de l'année, si on y va en début de saison, par exemple en avril-mai, et que la saison des pluies a été importante, il y a une partie du salar qui peut être inondée. Et donc là, on roule sur une sorte de miroir d'eau. Donc, on va toujours passer plusieurs jours pour découvrir différents aspects, parce qu'on a aussi beaucoup d'îlots volcaniques, de roches sombres, qui sont posées comme ça au milieu du salar. Et donc, c'est l'occasion de balades, de petites randonnées. On tourne comme ça au milieu de ces cactus candélabres. Il y a une faune discrète, quelques oiseaux qui sont présents. Et puis, le pourtour du salar, on va trouver aussi des villages indiens. Donc, c'est une population Aymara. Voilà. Et à cette altitude, elle se consacre avant tout à l'élevage, principalement lama, un peu alpaga, et puis à la culture du quinoa. Le quinoa pousse au-delà de 4000 mètres d'altitude sur des terres sablonneuses et extrêmement sèches. Et puis ce salar, il est bordé de... Donc on va l'explorer, et puis on va explorer aussi les pourtours. Il est bordé de volcans, notamment le volcan Tunupa, qui a été vu rapidement sur une photo précédente. C'est un volcan orangé. Donc ce qui est intéressant, c'est que selon le niveau, soit on va faire une petite balade
soit on va monter plus en altitude, mais on aura toujours l'intérêt, bon, à la fois d'évoluer sur des pentes orangées, mais surtout de prendre de la hauteur pour se rendre compte un peu de l'espace et planer un petit peu au-dessus de ce salar. Et puis après, bah, au fil de la traversée, on va croiser des paysages étonnants. Là, on est sur le site Arbol des Piedras, l'arbre de pierre. Voilà, une sorte d'amas rocheux sculpté par l'érosion, le vent, l'eau, et puis qui est resté comme ça. Donc là, vous voyez, c'est typiquement l'ambiance, et ça vous rend... on a une bonne idée un petit peu de l'immensité de l'espace. On voit un véhicule, on devine un véhicule avec la poussière comme ça qui laisse entraîner voilà, des couleurs. On est toujours sur des couleurs entre moutarde, orangé, parce que ce sont des terres chargées de minerais. C'est une région où on va trouver beaucoup de mines de cuivre ou autres. Voilà. Et puis toujours cette présence, un petit peu là, ce sont des alpagas. Ça se voit à la laine qui est beaucoup plus épaisse que celle des lamas. Alors, on pourrait parler un petit peu produits locaux, dont la viande de lama ou la viande d'alpaga et d'autres choses. Tu vas parler rapidement des... Voilà. C'est vrai que c'est l'occasion de découverte culinaire assez étonnante. Hein. En Bolivie, la viande principale, c'est la viande de lama, très savoureuse, à condition qu'elle soit bien cuite, ce qui n'est quand même pas forcément le cas. C'est vrai qu'en Amérique latine, en dehors de l'Argentine, qu'on présentera tout à l'heure, on aime bien cuire fortement les viandes, donc ce n'est pas forcément de notre goût. Et puis après, bah voilà, on revient sur des zones d'activité un petit peu telluriques. Donc là, on est sur un site qui s'appelle Sol de Mañana, avec des marmites de boue bouillonnantes, des zones de fumerolles, des petits geysers. Voilà, donc chaque journée, en fait, on fait une grande traversée, mais il y a une multitude d'arrêts ponctués de tout un tas de petites balades. Donc, ça fait un voyage comme ça qui est extrêmement rythmé. Et puis là, on voit, donc tous ces voyages se déroulent en 4x4. Hein. On prévoit peu de passagers à l'intérieur des véhicules pour que chacun puisse disposer d'une fenêtre et apprécier le spectacle. Et après, bah voilà, on va s'arrêter pour le pique-nique dans un paysage absolument magique. Par exemple, sur le Salar d'Uyuni, on prévoit toujours d'assister au coucher du soleil au milieu du salar. C'est un moment un peu inoubliable. On a une question, est-ce qu'on dort dans l'hôtel de sel? Oui, on dort toujours dans un hôtel de sel qui vont se trouver en fait en bordure du salar. Donc c'est assez spectaculaire parce qu'en fait ce sont des briques de sel, un petit peu comme sur les glaciers. En fait, on va retrouver les couches de sel. Donc il y a une couche claire, une couche sombre selon saison des pluies, saison sèche. Les couches sombres ont attrapé la poussière, donc on peut dater comme ça cette brique. Et puis en plus, c'est extrêmement isolant. Donc en plus d'être étonnant, c'est un matériau qui est très adapté à ces conditions. Et voilà, on est dans des hébergements qui sont entièrement construits en sel. Les sommiers, les plafonds, les murs, les tables, les chaises. Donc c'est un lieu très très étonnant. Alors tu vas poursuivre. Je te pose déjà la question, peut-être tu en parleras juste après, mais c'était savoir aussi si les volcans, et notamment l'Uturuncu, étaient accessibles en octobre. Mais je te laisse avancer peut-être sur la partie suivante. Oui. Là, vous verrez dans quelques minutes, en fait, à la fin de la partie du sud d'Ipèze, je vais vous présenter plus précisément les différents volcans qu'on propose en ascension. Donc après le Salar d'Uyuni, le second paysage spectaculaire, ce sont les lagunes. Vous en verrez une multitude. Là, on a sélectionné les deux principales, hyper contrastées. Laguna Verde, qui est justement au pied d'un volcan qu'on propose et qu'on voit à l'écran, qui s'appelle le Licang Kabur. Donc, sur un voyage balade, on va plutôt randonner autour de cette lagune. Selon le moment de la journée, eh bien, la lumière change. Le vent se levant, la surface est ridée par des petites vagues.
voilà, beaucoup plus sombre tôt le matin. Et puis, sur des voyages tournés sur les ascensions de volcans, eh bien, on partira jusqu'au sommet du Likang Kabour. Donc ça, c'est la première lagune emblématique qui se trouve vraiment aux confins de la Bolivie, juste de l'autre côté de la frontière avec le Chili. C'est-à-dire que si par exemple on commence par le désert d'Atacama, on fait une boucle, on va rejoindre la Laguna Verde et puis de là redescendre à San Pedro d'Atacama. Et après, on a une seconde lagune, peut-être la plus réputée, c'est la Laguna Colorada. C'est une lagune orangée, rouge. C'est lié en fait à la fois aux sédiments, aux algues et puis voilà, aux matières un peu cuivrées qui sont à l'intérieur de la lagune. Elle est fréquentée par les flamants roses, voilà, qui trouvent leur nourriture nécessaire. À quelle période est-ce qu'on voit les flamants roses? Les flamants roses, on les voit en toute saison. En toute saison. Ils sont toujours là. Après, les populations sont plus ou moins importantes, parce qu'en fait, ce sont des lagunes où ils se reproduisent aussi. Voilà, donc sur la Laguna Colorada, on trouve toujours des grandes colonies de flamants roses. Et donc là, on passe sur la partie plutôt, pour ceux qui seraient intéressés par un voyage voilà, plus actif, tourné sur l'ascension des volcans. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça permet plusieurs défis. Évidemment, on est haut en altitude. Il y a beaucoup de pistes qui partent à l'assaut comme ça des volcans parce qu'il y avait des petites mines, par exemple, précédemment. Ce qui permet, une fois qu'on est bien acclimaté, d'avoir un objectif assez ambitieux, mais facilement atteignable parce que les dénivelés vont être très raisonnables. Donc là, c'est le premier volcan qu'on propose en bordure du Salar de Uyuni, qui s'appelle le volcan Tunupa. Donc vous voyez un petit peu le type de paysage, les couleurs étonnantes des roches, et puis surtout, voilà, dès qu'on s'élève, cette vision étonnante sur le désert de sel. Là, c'est un second volcan très secret qui s'appelle l'Iruputunku. C'est intéressant parce que c'est un volcan actif, un volcan avec un cratère de soufre qui se trouve finalement en contrebas du sommet principal. Donc vous voyez sur la photo du bas, on rejoint une conque, on est au bord de ce cratère de soufre, et puis il va falloir qu'on rejoigne la partie sommitale avec une vue plongeante sur l'intérieur de ce cratère. Donc comme toujours, il y a la vision proche, spectaculaire, et puis la vision lointaine. Et ça, c'est peut-être l'objectif un peu magique, l'Uturunku. Bon, la Bolivie, c'est un pays qui a beaucoup de montagnes au-delà de 6000 mètres d'altitude, 14 précisément, un petit peu en parallèle avec les 14 sommets de plus de 8000 mètres qu'on trouve en Himalaya. Et celui-ci est très accessible parce qu'en fait, on a une piste qui monte jusqu'à 5400 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'il vous reste 600 mètres de dénivelé, donc on a toute la journée pour gravir le volcan. Les pentes sont douces, il n'y a pas de difficulté. C'est une ascension qui intervient à la fin du voyage, quand on est bien acclimaté. Donc voilà, on peut monter tranquillement, doucement. Et depuis le sommet, on voit donc toute cette ligne de volcans, certains actifs, comme vous pouvez le voir en bas. C'est la ligne de volcans qui sépare justement le désert d'Atacama du sud de l'Ipèze bolivien. Donc là, c'est le côté bolivien, l'explosion du volcan Lascar. Et donc là, on revient au bord de la Laguna Verde avec le Likang Kabour, toujours ces formes parfaites, triangulaires, et qui permettent de voir ces deux lagunes qui forment un 8 ou un diabolo. Et puis, petite chose intéressante, quand on arrive au sommet, on découvre un lac de cratère. On est à 5900 mètres d'altitude, donc évidemment, les températures sont plutôt fraîches, surtout la nuit, et donc ce lac est généralement gelé. On va terminer le sud de l'Ipèze par un petit zoom sur le type d'hébergement qu'on utilise. Alors, je ne veux pas te mettre la pression, Julien, mais il nous reste un quart d'heure et on a la Puna argentine, qui est quand même aussi le petit joyau très méconnu. Donc, voilà. Et comme toujours, on restera dans les 45 minutes. Je te laisse la main.
Voilà. Alors, c'est vrai que dans ces régions, on peut craindre un hébergement un peu sommaire, un peu rustique. En fait, depuis quelques années, on trouve quelques lodges vraiment confortables et puis qui ont un charme fou parce que, comme vous le voyez, ils sont parfaitement intégrés dans le cadre naturel. Ils sont construits avec les matériaux du coin. Donc, on peut avoir un lodge en pierre, un lodge justement avec des briques de sel. Et donc, ça permet, dans cet espace qui est assez rude, hein, avec des températures qui peuvent être fraîches, mais uniquement la nuit, donc ça ne vous concerne pas véritablement, et bien avoir un hébergement voilà, de qualité, très agréable, donc qu'on réserve principalement pour les voyages découvertes, balades, qui sont d'ailleurs identifiés comme un voyage confort. Donc c'est principalement, par exemple, le voyage désert et salar qui permet la découverte de ces régions. Et puis, si on choisit un programme plutôt tourné sur la randonnée et les ascensions, donc là, on va être dans des structures plus modestes, plus simples, de type gîte d'étape, gîte de montagne, avec des nuits, soit dans des petites chambres, soit en dortoir. Donc voilà, c'est simple, mais ça reste quand même très agréable et très sympathique. Une ambiance voilà, plus Plus confort, randonneur. plus randonneur, tout à fait. Super. Écoute, on va poursuivre. Il y a quelques questions. Je vois qu'en régie, tout le monde répond. C'est parfait. Je le dis d'avance, effectivement, nous serons présents à Paris au Salon Destination Nature. Nous serons présents également à Lyon, au Salon du Randonneur. Donc voilà. Et vous serez nombreux. Moi, je ne serai pas là cette année, mais nos différents chefs de produits, Julien sera là, Philippe qui vous répond sera là, Mylène aussi. Donc vous pourrez évidemment poursuivre et en savoir plus si vous le souhaitez sur ces voyages. Julien, on attaque la Puna argentine, le nord-ouest argentin. Là, c'est un peu terra incognita finalement, alors qu'il y a tellement de choses à voir. Oui, c'est une région qu'on voulait absolument vous présenter. Moi, c'est une des dernières reconnaissances que j'ai pu faire. C'est vraiment un coup de cœur chez nous, hein, la Puna argentine. Région très peu connue, très peu parcourue, et pourtant, elle est assez différente en plus de celle qu'on a présentée. Donc, elle s'aborde depuis la petite ville de Salta. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur le bord oriental de l'altiplano. Et en fait, c'est une région avec en marge d'escalier. Donc, on va arriver sur Salta. Là, on a 1200 mètres d'altitude. Et puis, ensuite, on va rejoindre ce qu'on appelle les vallées Calchaquí. Là, c'est un étage intermédiaire autour de 2500 mètres d'altitude avant de gagner la Puna, qui est beaucoup plus basse que le sud de l'Ipèze, d'ailleurs, plutôt dans les 3005, 3600 mètres d'altitude. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une région qui se suffit à elle-même parce qu'en fait, on fait plusieurs voyages en un et puis il y a énormément de choses à découvrir. Bon, déjà, on a le plaisir d'être en Argentine. Donc, c'est vrai que c'est voilà, un peuple chaleureux, le pays le plus européen d'Amérique latine, extrêmement volubile, voilà, une excellente cuisine, surtout la viande, les parrilladas. Les parrilladas sont les grandes grillades qu'ils organisent. Vous aurez forcément l'occasion de découvrir. Et puis, quand on rejoint cette région, donc le nord-ouest argentin, en fait, c'est le seul lieu de ce pays où on va rencontrer une population indienne. Donc, on a vraiment voilà, ces deux populations, immigration européenne et puis la population historique indienne. Donc, on va d'abord évoluer dans ces vallées Calchaquí, qui sont des grandes voies de passage historiques. Donc, très peuplées, beaucoup de villages sont des petits villages coloniaux. On va retrouver l'architecture d'adobe, toujours des petits villages oasis. Et voilà, on est au pied des Andes, donc on retrouve ces grandes masses montagneuses, ces paysages extrêmement colorés. Il y a énormément au niveau géologique, c'est très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de phénomènes de compression avec voilà, des reliefs un petit peu en chevron. Et puis ces petits villages voilà, blottis. Là, c'est un village qui se trouve, on a une grande vallée qui remonte jusqu'à la frontière bolivienne qui s'appelle Humahuaca.
Et là, on est quasiment sur l'ultime village, Irouya, voilà, blotti dans la roche, autour de cette petite église coloniale. Là, on découvre un autre village de cette vallée, Tilkara. C'est aussi une vallée où on va avoir la chance de visiter pas mal de vestiges archéologiques, soit de la période Inca, parce qu'en fait, à l'époque Inca, c'était un immense empire, hein, qui s'étirait sur l'Argentine et puis même jusqu'au centre du Chili, et aussi des civilisations précolombiennes, hein, qui ont de tout temps occupé ces lieux, parce qu'ils étaient bien irrigués par toutes les eaux descendant des Andes. Donc là, c'est un autre site joliment restauré qui s'appelle Quilmes, voilà, avec des constructions en terrasse, des ruines d'habitation, des motifs géométriques. Donc, quand on est dans les vallées Calchaquí, donc il y a cet intérêt, culturel qu'on a pu voir avec la découverte de villages, l'intérêt historique, les sites archéologiques, mais il y a aussi la beauté des paysages. On se croirait par endroits quand même dans l'Ouest américain, hein. Voilà, des canyons très colorés. On peut avoir des masses de roches un petit peu chocolatées. On va faire des superbes randonnées au milieu des canyons. Mais bon, on est aussi en Argentine, grand pays de vin. Ce sont des Français, hein, qui, à l'origine, se sont implantés dans cette région. Et puis, on va trouver notamment les villes de Mendoza, plus au sud. Mais nous, on va découvrir surtout Cafayate, entouré de vignobles. Et donc, bon, tout séjour dans cette région, bien sûr, passera par des bodegas, des dégustations. Et on va même toujours, en fait, loger dans des haciendas, qui sont des fermes viticoles, ce qui permettra vraiment d'être immergé et puis de bien découvrir toute cette partie du cépage, le Carmenère, qui est un cépage typique de la région. Donc là, c'est une des randonnées qu'on propose, voilà, toujours dans ces canyons. Bon service au moment du pique-nique, hein. C'est vrai qu'il y a un art de vivre en Argentine, voilà, une chaleur humaine, un accueil qui est extrêmement chaleureux. Donc ça fait partie du plaisir du voyage, hein, sans conteste. Et après, une fois qu'on aura voilà, bien découvert ces vallées Calchaquí, qu'on se sera bien acclimaté, on va pouvoir monter un nouvel étage et atteindre donc cette région de Puna. Donc là, on voit qu'on est dans des paysages totalement différents. À nouveau, on est dans quelque chose de plus âpre, de plus sauvage. Et ce qui est assez étonnant, contrairement au sud d'Ipès bolivien, c'est qu'on a des paysages changeants, mais sur des distances extrêmement courtes. C'est-à-dire que la même journée, vous pouvez être dans ce paysage lunaire, volcanique, un peu dantesque. Et puis 2 heures après, on va arriver dans ce lieu, la Campo des Piedras Pomes. En fait, c'est un champ de pierre ponce, voilà, posé sur la cendre volcanique, qui permet une balade très ludique, parce qu'en fait, on va naviguer là au milieu des roches qui prennent des formes assez étonnantes. On peut voir une tête de sphinx. Bon, c'est laissé à la libre interprétation de chacun. Et puis, juste derrière, on va arriver sur des grands cordons dunaires. Voilà, celui-ci peut faire 200-250 mètres de haut. Et pour finir, on va tomber, par exemple, sur une lagune colorée. Donc, c'est vrai qu'au fil d'une seule journée, on va être basculé comme ça dans une multitude de paysages différents. Là, on va atteindre, donc on va faire différentes étapes à l'intérieur de la Puna argentine en utilisant des petits villages comme ça isolés, notamment un qui s'appelle Tolar Grande. C'est un vrai bout du monde posé sur l'altiplano. Et là, on est entouré plutôt de montagnes un petit peu chocolatées, quelques lagunes, beaucoup de vignobles, beaucoup de vigognes plutôt, beaucoup de faune sauvage, hein, dans cette région, très peu parcourue. Voilà. Là, le fameux nandou, c'est l'autruche sauvage sud-américaine. C'est assez étonnant de l'avoir à une telle altitude. Et bien sûr, on va retrouver des salars,
Donc là, on arrive sur des salars, des volcans, à nouveau un volcan de soufre. C'est assez émouvant aussi parce qu'en fait, on va dire au début du XXe siècle, certains lieux ont été très exploités au niveau des mines. Et donc, on va traverser des villages fantômes, même des villes fantômes qui ont pu accueillir 15 000, 20 000 habitants avec un opéra, des églises, des cathédrales, et qui sont vides d'hommes. Tout matériel a été laissé sur place. Donc, ça permet de rencontrer l'histoire un peu de ces régions. Donc, là, on a quand même quelque chose de très, très particulier. Voilà, Oros del Mar, les yeux de la mer. On dirait un peu, pour ceux qui connaissent, le Blue Hole, le trou bleu qu'on trouve au large du Belize. Voilà, une formation assez étonnante, une espèce de puits sans fond. Comme ça, on va rejoindre les entrailles de la Terre avec une eau totalement translucide. D'ailleurs, c'est un endroit où on a trouvé quasiment les plus vieux fossiles du monde, les stromatolites. Et puis voilà, on repart. Et puis à nouveau des lagunes colorées, à nouveau des flamants. Alors celui-ci n'est pas vraiment, il est un peu blanc encore. Hein, il n'a pas mangé suffisamment de krill. Et on va atteindre peut-être la merveille du lieu, Salar de Harisaro, avec qu'on va traverser en fait. Donc on voit que la surface est beaucoup plus irrégulière que celle du Salar de Uyuni, mais on va arriver comme ça au bout du Salar pour découvrir un lieu étonnant qui s'appelle Cono de Harita. Donc vous voyez, c'est un petit volcan aux formes parfaites, triangulaires, géométriques. On dirait vraiment de l'art abstrait et qui est posé comme ça en plein milieu du Salar. C'est un lieu vraiment hypnotique. Et puis, comme toujours dans la Puna, il est rare de croiser d'autres voyageurs. Donc, on a un peu une sensation de pionnier. Et puis, on ressent vraiment la chance de parcourir ces lieux, finalement peu connus. Vous n'avez pas forcément d'image en tête. Donc, ça accentue vraiment le plaisir de la découverte. Là, c'est un autre... alors, c'est un bourg qui est plus important, Tolar de Grande, San Antonio de los Cobres, un autre bourg perdu, comme ça, au milieu de la Puna. Un bourg qui était assez important parce qu'en fait, peut-être certains en ont entendu parler, il y avait une fameuse ligne ferroviaire qui s'appelait Tren de las Nubes, le train des nuages, justement pour rejoindre la ville de Salta, à basse altitude, jusqu'à la frontière chilienne. Et puis, en fait, ça rejoignait les différentes mines installées sur la Puna pour amener les hommes, les ramener, et puis surtout charger le minerai. Alors, merci Julien, mais on a énormément de questions et d'intérêts de tous sur la population, sur des aspects encore de climat, sur... bref, on a beaucoup de questions, donc on ne pourra pas répondre à tout le monde. On voit bien votre intérêt, mais également peut-être d'associer sur certains circuits. On va revenir sur ce que l'on propose. J'en profite pour effectivement le rappeler. Je vois que Philippe a déjà répondu, mais on peut faire aussi du voyage sur mesure si vous avez des envies particulières. Hein. On a nos voyages groupes, mais aussi une offre sur mesure. Pour conclure, peut-être alors, première chose, c'est n'hésitez pas à consulter les avis clients sur les voyages précédents. Je pense que c'est important. Ça vous fait évidemment, nos avis sont souvent bons, mais parce qu'on travaille dur, voilà, et parce que vos retours nous sont importants, hein, vos enquêtes de satisfaction, même si vous êtes partis souvent avec nous, remplissez l'enquête pour nous, c'est essentiel. Ça nous permet de toujours améliorer nos services, nos prestations, le conseil qu'on fait aux voyageurs suivants. Donc, première chose sur ces voyages-là, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à consulter le retour des derniers voyageurs. Voilà, ça vous aide aussi un petit peu à vous positionner. Et puis, alors, à ce moment-là, peut-être notre dernière image qui va être de vous représenter, grosso modo, ce que l'on a en groupe. Encore une fois, je le redis, c'est possible de demander également un devis pour un voyage sur mesure. Mais Julien, dis-nous comme ça rapidement, rappelle-nous, entre les balades découvertes, randonnées, et puis les extensions qui sont également possibles lorsqu'on se déplace. Merci pour tous vos petits smileys, on les voit, on adore, c'est super sympa. Julien. Oui, alors je vous invite vraiment à nous contacter parce que c'est vrai qu'on peut envisager la découverte de cette région de multiples façons. Si on est plutôt attiré, comme on a dit déjà, voyage découverte ou voyage plutôt randonnée, et puis ensuite,
Si vous êtes plutôt attiré par l'immensité des paysages, si vous êtes plutôt un photographe, dans ce cas-là, on va vous conseiller par exemple le voyage désert et Salar ou de Salar en volcan, où on va principalement être dans cet univers comme ça de haut plateau. Mais on peut aussi avoir un voyage beaucoup plus complet, par exemple en prenant le grand tour de la Bolivie, où vous allez commencer par La Paz, la région du lac Titicaca, les belles villes coloniales de Sucre, Potosi, avant d'arriver sur le sud Lipèze. Donc voilà, il y a différents types de voyages envisageables. Et puis pour le nord-ouest argentin qu'on a présenté, donc on a aussi là un voyage plutôt découverte, cette grande traversée du nord-ouest argentin. On a un groupe actuellement d'ailleurs qui est sur place en train de réaliser. Et donc là, c'est une grande traversée de Mendoza jusqu'à Salta, puis la Quebrada de Humahuaca, avec des hébergements de charme, voilà, confortables, et un itinéraire qui est plus sauvage, plus centré sur l'altiplano. Voilà, donc le voyage altiplano secret. Donc il y a de multiples combinaisons possibles. On peut traverser Chili-Bolivie ou se consacrer à une seule destination, soit la Bolivie, soit uniquement l'Argentine. Et après, tous ces voyages peuvent être complétés, si vous avez un petit peu plus de temps ou envie de poursuivre l'aventure, par différentes extensions. Ça permet aussi d'avoir une fin un peu personnalisée, plus tranquille, en douceur, pour aller voir par exemple les chutes d'Iguassou, découvrir la ville de Valparaiso, faire une extension en Amazonie bolivienne, ou pourquoi pas l'île de Pâques, par exemple, au Chili. Parfait, parfait. Allez, dernière question. Est-ce qu'on peut escalader le cône d'Arita? Non, c'était possible auparavant, mais c'est désormais interdit. En fait, c'est un cône c'est de la boue séchée, ce qui fait que chaque personne qui marche dessus laisse son empreinte finalement éternellement, hein, parce que l'air est extrêmement sec, ça marque. Donc en fait, pour pas détruire cet édifice par une trop forte fréquentation, désormais, on n'a plus le droit de l'escalader. Voyageons. Bon, rassurez-vous, les volcans, c'est pas ce qui manque. Donc vous pourrez faire de très belles ascensions partout ailleurs. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Merci encore à tous. Je le rappelle, on sera donc au Salon de Paris, au Salon de Lyon. N'hésitez pas à nous appeler, on est aussi à votre disposition. Voilà, chaque jour, hein, du lundi au vendredi. Et puis, alors peut-être en scoop, la prochaine vidéoconférence. Alors là, on va complètement changer. Sortez les maillots de bain parce qu'on partira en Indonésie. Je n'ai pas encore la date, mais je pense que la vidéoconférence devrait se dérouler, je pense, autour de mi-avril. Évidemment, on vous en informera. À très bientôt. Merci encore à tous et toutes. Très bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt.